Bonjour à tous. L'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Je m'appelle Zakia Adam et je suis manager statistique au sein de l'AIE. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec mes collègues Maria Bettencourt et Thierry Audou pour discuter d'un sujet qui est très important pour l'Afrique et aussi très intéressant, qui est les biocarburants solides. Avant de passer la parole à Maria et à Thierry, je voudrais juste faire une mise en contexte sur ce qui nous rassemble aujourd'hui et vous dire un mot sur l'AIE pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre institution. L'AIE a été créée en 1974 suite à au premier choc pétrolier. Et c'est une organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres. Elle s'est tout d'abord donnée pour but d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques, principalement le pétrole, afin de soutenir la croissance économique. L'AIE a depuis étendu son expertise à toutes les énergies. Nous étudions en détail presque tous les pays du monde, tous les secteurs énergétiques et toutes les technologies. Et au sein de l'AIE, nous avons environ 300 statisticiens, analystes et modélisateurs et experts en énergie qui travaillent ensemble et ainsi l'AIE assure un rôle de conseil auprès de ses membres. Nous travaillons énormément sur le climat et la transition énergétique, surtout cette année cruciale de la COP26 qui se tiendra en novembre. Par ailleurs, à travers nos formations, nous collaborons étroitement avec les pays et justement, nous avons un programme de renforcement des capacités en matière de statistiques et de modélisation pour 10 pays africains. Et ce programme, elle a été mis en place avec le soutien de l'Union européenne. Au sein de notre programme, il y a plusieurs pays francophones, dont le Bénin, le Sénégal, la RDC, que je salue au passage. Finalement, je vous rappelle que pour être informé de toutes nos activités sur l'Afrique, nous avons nos groupes WhatsApp et notre communauté LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en faire partie. Aussi, tout au long de notre session aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer dans le Q&A box, dans la box questions-réponses et on sera ravis de vous répondre. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Maria qui va vous présenter notre travail sur les biocarburants solides. Merci pour cette introduction, Zakia. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Très bien. Bon, je suis Maria Bettencourt et je viens ici avec Thierry Audou à parler du modèle qu'on a développé et pour estimer la quantité des biocarburants au ménage dans l'Afrique. On va commencer pour un contexte des données en Afrique et aussi avec les rôles de l'AIEA dans ces contextes-ci. Finalement, on va parler du projet, comment il a été conçu. On va parler de quelques défis qu'on a eus par rapport à la source des données, la collection des différentes données. Et on va voir bien la méthodologie qu'on a utilisée pour développer les modèles. Finalement, comme tous les modèles mathématiques ont quelques limitations, on va aussi constater et vous parler par rapport à ça. Et finalement, on va voir comment le modèle marche. Quel est le contexte des biocarburants solides en Afrique? L'Afrique représente plus de 50% de la consommation mondiale des biocarburants solides qui sont principalement utilisés pour la cuisson résidentielle. Et dans l'analyse qu'on a fait des différentes données, on a bien constaté que les sources principales d'énergie dans les biocarburants solides sont les bois de chauffage, les charbons de bois et les résidus agricoles.
En particulier, les bois de chauffage et les charbons de bois sont utilisés principalement pour les cuissons et au niveau des ménages. On a bien constaté une augmentation continue des biocarburants et on prévient que cette augmentation va continuer au fil du temps et dans les années à venir. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a avec la consommation dans les zones urbaines? On a bien constaté aussi que les différents pays ont augmenté la consommation de charbon de bois aussi dans les zones urbaines. Mais pourquoi ces données sont importantes? Et ces données sont importantes et cruciales pour évaluer le temps de la contribution nationale déterminée et aussi pour évaluer la progression des objectifs de développement durable. Idéalement, on utiliserait des données officielles. Cependant, on a constaté quelques soucis et il y a un manque de données disponibles pour la plupart des années. Il y a une absence systématique des études récentes et aussi par rapport aux définitions et la méthodologie, il n'y a pas une méthodologie uniforme dans les continents. Cela conduit que les différentes organisations dont la UEA estiment toute la consommation et production de biocarburants solides sur la base des tendances macroéconomiques, comme par exemple les PIB. En attendant de bien améliorer les données, et l'Union européenne, en collaboration de la UEA, a commencé les programmes Unaffordable Sustainable Energy et focalisé sur 10 pays de l'Afrique subsaharienne pour améliorer les données. Comme je viens de dire, l'idée, c'est d'améliorer les données de la consommation résidentielle dans les 10 pays sélectionnés pour, d'un seul côté, estimer d'une meilleure manière les données des années à venir, mais aussi pour vérifier toutes les données historiques. L'idée, c'est des données inutiles qui soient conviviales pour l'estimation de la demande de biocarburants et qui soient utilisées pour tous les différents officiels des différents pays. Et finalement, on vise aussi à favoriser la discussion entre les différents pays par rapport aux meilleures pratiques, les expériences et aussi par rapport aux connaissances théoriques de ces sujets très importants sur l'Afrique. Pour bien développer les modèles, on a collecté des données de différentes sources. On a commencé par la dépendance des cuissons de l'Organisation mondiale de la santé. Désolé. Aussi, on a utilisé des indicateurs de développement durable de la Banque mondiale. Et l'Organisation des Nations Unies a aussi un donné très fort par rapport à la progression des objectifs de développement durable. Et pour compléter toutes les données, on a aussi utilisé des sources académiques, dont l'Université de Rabat, par rapport à la taille des ménages, et finalement les bilans énergétiques de la UEA. Cependant, on est bien conscient que l'utilisation de différentes données peut complémenter et aussi améliorer la qualité des données. C'est pour ça qu'on vous encourage de bien collecter, peut-être envisager des différentes enquêtes pour collecter la pénétration des foyers améliorés avec les différentes efficacités, les valeurs des pratiques agricoles, et s'il existe et des différentes pratiques de triage, etc. Quelles sont les pratiques plus communes par rapport à l'utilisation et le stockage des bois de chauffage?
quels sont les types d'installations domestiques et de ventilation, et information plus claire par rapport à la consommation, le pourcentage d'énergie consommée dans les ménages, et finalement les différents pouvoirs calorifiques liés plutôt à les différentes espèces utilisées dans les continents. Ici, vous verrez les concepts du modèle. On a la première partie à gauche et une étude préliminaire qu'on a fait pour sélectionner les variables les plus importantes et plus relevantes et indépendantes et pour l'étude. Ici, on a utilisé un pays de calibration. Finalement, pour la partie du modèle, on a deux entrées de données. La première, c'est l'entrée des données socio-économiques, techniques, et qu'on utilise de différentes sources, comme j'ai déjà mentionné. Et aussi, on a un module de développement où on a toutes les hypothèses et toutes les différentes données qu'on a présumées pour calculer la consommation finale. Finalement, le modèle utilise des méthodes linéaires pour calculer la consommation. Et on va avoir une consommation triée par carburant, c'est-à-dire par déchets, par bois et par charbon de bois, par utilisation finale, par éclairage, cuisson et chauffage, et finalement aussi trié par zones urbaines et rurales. Alors maintenant, je donne la parole à Thierry. Il va préciser plus de détails par rapport aux modèles et aussi après, on va voir là, comment on peut utiliser le fichier d'Excel pour obtenir les données finales. Vous me recevez? Okay, donc, merci beaucoup, Maria, pour avoir déjà jeté la base par rapport à cette présentation et d'abord en illustrant par rapport aux quatre conceptuels du modèle. Et comme vous pouvez le voir, nous avons fait une étude préliminaire qui nous a permis d'avoir des résultats qui constituent des entrées au modèle avec maintenant des différents paramétrages que l'utilisateur pourrait faire. Et donc, du coup, le modèle au milieu va essayer de, sur cette base-là, de pouvoir se calibrer et pouvoir donner à la suite la consommation énergétique au plan national des différents pays par type de combustible et aussi par type d'utilisation. Donc, prochain slide. Et donc, ce qu'on a fait initialement, comme on le sait, dans le but de pouvoir avoir une méthode plus proche de la réalité et permettre de pouvoir éviter au maximum les écarts d'erreur. Donc, nous avons décidé au début de notre modèle d'aller utiliser une approche beaucoup plus bas où nous allons d'abord regarder la consommation spécifique et voir quelles sont les variables qui expliquent cette consommation spécifique. Donc, quelles sont les variables en termes de consommation spécifique pour le bois de chauffage en milieu urbain et rural et aussi pour le charbon de bois en milieu urbain et rural. Donc, du coup, à la fin, nous aurons un certain nombre de variables qui expliquent la progression de la consommation des ménages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, pour les différents types de biocombustibles, notamment le charbon et le bois de chauffage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec les différentes données que ma collègue tout à l'heure a parlé, venant des différentes sources de l'AIEA, de la Banque mondiale et également du système de rapport pour les objectifs de développement durable et les données des différents pays, des statistiques et tout. Donc, nous avons combiné un certain nombre de données et nous allons chercher à voir quelles sont les variables qui sont très corrélées ou bien les variables qui expliquent ces variations avec le temps et qui déterminent les consommations spécifiques. Donc, pour cela, nous avons utilisé des pays de référence, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Botswana et le Maroc, qui plus ou moins sont des pays qui, en termes d'accès à des systèmes, en termes d'accès à des systèmes améliorés et beaucoup plus avancés et également ont plus ou moins des données plus sûres. Donc, sur cette base-là, nous avons pris ces pays-là et avons fait des tests, histoire de voir quelles sont les variables les plus pertinentes et qui sont indépendantes notamment et qui expliquent les variations, les consommations spécifiques à la base au niveau des ménages, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Donc, nous avons utilisé après, quand nous avons fait ça, donc nous avons progressé
pour utiliser une méthode de régression multilinéaire, histoire de prendre en compte toutes les différentes variables qu'on a eues à la fin et qui expliquent ces variations, et après utiliser ça dans le modèle. Pour ces différents pays, nous avons étudié la consommation au total divisée par le nombre de ménages, considérant aussi les aspects de valeur calorifique divisé par les 365 jours pour avoir le nombre, la consommation spécifique au niveau des ménages. Et donc, après, il faut voir cette consommation spécifique-là, comment elle est journalière, effectivement, comment elle est corrélée à un certain nombre de variables que nous avons dans notre base de données. Et donc, cela implique notamment, puisqu'à la fin, quand vous collectez un tas de données comme ça, plus d'une centaine de variables, et cela implique de l'analyse profonde et avancée. Donc, nous avons utilisé des techniques d'intelligence artificielle et d'algorithmes un peu avancés pour pouvoir sélectionner les variables les plus relevantes et qui réellement expliquent ces variations-là. Donc, next diapositive. Et donc, au vu des différents défis que nous avons sur le continent en termes d'accès à des données fiables et tout, donc ce que nous avons décidé de faire, donc, c'est d'aller à un modèle hybride où nous prenons en compte les différents modèles, les différents types, les deux grands approches de modélisation, c'est-à-dire le top-down et le bottom-up, pour pouvoir complémenter les gaps que nous avons en termes d'accès à des données fiables sur le continent. Donc, le top-down que j'avais commencé par expliquer tout à l'heure, cela consiste à pouvoir déterminer les consommations spécifiques en milieu urbain et rural, en cherchant les variables qui sont corrélées à ça. Et donc, du coup, quand nous avons la consommation spécifique par ménage en milieu urbain et rural, que ce soit pour les différents types de biocombustibles, les différents types de combustibles, charbon, bois de chauffage ou bien le charbon de bois. Donc, nous aurons maintenant quelles sont les différentes variables qui expliquent ça. Et du coup, en ayant la consommation spécifique, nous pouvons multiplier par le nombre de ménages au niveau pays à chaque année pour pouvoir voir la consommation totale. Donc, la partie à gauche, comme vous pouvez le voir, donc le module d'entrée, c'est là où nous avons déterminé les différentes variables avec les variables techniques. Et nous avons aussi un modèle de développement, un module de développement où nous avons des hypothèses, nous avons des constantes. Et vous êtes d'accord avec nous que, vu les défis qu'on a, il y a des facteurs, il y a des aspects que nous ne pouvons pas mesurer ou parce que manque de littérature, manque d'informations, on n'a pas pu réellement avancer ces aspects. Donc, du coup, on a supposé les valeurs et donc, du coup, ça fait une partie intégrante du modèle. Et donc, quand tous ces aspects entrent dans le modèle, donc nous avons beaucoup plus d'analyses. Le modèle commence par se calibrer en fonction des différents paramètres aussi également, les corrélations et les analyses de régression qui se font. Et donc, du coup, à la fin, quand nous avons les consommations spécifiques, donc effectivement, quand vous avez la consommation spécifique par ménage, donc c'est très facile de multiplier par le nombre de ménages à la fin et cela vous permet d'avoir la consommation au niveau national. Donc, du coup, en fonction des changements démographiques au vu de chaque année, des nombres de ménages chaque année, donc vous aurez le déclinement au fil des autres années. Donc, on a à la fin, avec notre modèle, la consommation et aussi la demande pour les années futures avec des scénarios spécifiques par ménage en milieu urbain et rural, que ce soit pour le charbon ou bien le bois de chauffage. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, du coup, à la fin de notre analyse préliminaire, comme ma collègue le disait, nous avons accumulé un certain nombre de données. Donc, nous avons vu que les variables que vous voyez à gauche et qui sont mises au niveau de l'entête variable d'entrée sélectionnée sont les variables qui, à la fin, nous avons vu que expliquent un peu un certain nombre de variations, bien expliquent les consommations spécifiques au niveau des ménages, que ce soit en milieu urbain et rural. Et donc, ces variables-là ont été retenues sur toutes les autres variables. Et donc, c'est ces variables qui font maintenant partie intégrante de notre modèle, qui se base sur une approche beaucoup plus simple de régression multilinéaire, où donc, comment ces plusieurs facteurs-là interagissent pour pouvoir expliquer un peu la consommation spécifique à la base. Et effectivement, parmi les modules, au niveau du module de développement, comme j'avais dit, des paramètres qu'on a pris en compte en termes de pourcentage des résidus agricoles. Donc, on avait pas du mal aussi à capturer, à avoir une idée de comment les résidus agricoles marchent et tout ça. Donc, ça fait partie des défis que nous avons au niveau du continent. Et donc, pour cela, donc, pour quand même avancer par rapport au modèle, nous avons pris des hypothèses en termes de résidus agricoles, en termes de valeur calorifique et aussi en termes d'utilisation de l'énergie finale pour des utilisations comme le cuisson et le chauffage ou bien l'éclairage. Donc, du coup, après, quand on utilise aussi les combustibles solides, nous sommes tous conscients qu'il y a des aspects d'émissions qui sont liés et de santé également. Donc, du coup, nous utilisons les bases des facteurs d'émission de la GIEC qui sont beaucoup plus officiels et reconnus sur le plan international. Donc, du coup, on peut aussi voir comment, en termes si nous mettons des politiques en place, comment ces politiques peut se traduire en réduction d'émissions de carbone ou d'autres
gaz à effet de serre. Et donc, voilà. Et donc, cela résume aussi ce que je disais initialement. Donc, quelles sont les différentes hypothèses que nous avons prises, notamment, par exemple, pour le bois, le feu de bois. Donc, nous avons supposé, par exemple, une unité de 15%. Et donc, quand on prend une unité de 15%, donc un taux d'humidité de 15% du bois, donc du coup, la valeur calorifique aussi change et tout. Donc, ce sont des paramètres, ce sont des hypothèses, mais qui est laissé aussi au guise de l'utilisateur qui peut le modifier pour adapter ça par rapport à son contexte et s'il a des informations plus mises à jour, etc. Donc, la part aussi des résidus agricoles, donc nous avons supposé 5% qui serait la part des résidus agricoles du total consommé pour le bois de chauffage et le charbon de bois. Donc, du coup, ce sont aussi des hypothèses, mais que l'utilisateur peut modifier pour pouvoir s'adapter par rapport au contexte de son pays et refléter la situation dans son pays. Donc, les sorties du modèle, comme je l'ai dit, expliqué le charbon de bois, le bois de feu en milieu rural urbain et également partie d'utilisation sont fait partie des différents aspects qu'on peut voir à travers ce modèle-là. Voilà, donc ici, c'est carrément le résumé. Donc, nous avons les variables d'entrée sélectionnées. Et nous avons entré dans le module de développement, nous avons des hypothèses que vous pouvez changer. Et donc, ces modules, tout cet ensemble-là rentre dans le modèle. Et quand ça rentre dans le modèle, à la sortie du modèle, vous avez différents. Vous avez la consommation historique de ces biocarburants-là dans le secteur résidentiel, of course, parce qu'actuellement, nous sommes au niveau du secteur résidentiel. Et donc, du coup, après, vous pouvez faire des projections de 2015 jusqu'en 2050. Donc, cela vous donne la main pour pouvoir manipuler un certain nombre de choses, pour voir, par exemple, si on devait atteindre les objectifs du développement durable en 2030 et qu'on doit avoir 100% d'accès à des sources d'énergie améliorées. Donc, du coup, comment ça va évoluer et tout. Donc, ça permet de donner pas mal d'options pour pouvoir jouer et utiliser ça pour la prise de décision. Et donc, effectivement, nous avons aussi à la sortie de ce modèle aussi également des émissions, avoir une idée de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre et des différents types de gaz aussi également. Donc, voilà, donc ici, la formule est utilisée également. Donc, du coup, quand vous avez déjà la consommation spécifique qui est venue des études préliminaires et des variables d'entrée, donc forcément, vous multipliez simplement par le nombre de ménages spécifiques à cette année-là et en fonction des caractéristiques démographiques, et vous obtenez la consommation totale pour l'étendue du pays. Donc, voilà un peu. Et next slide, please. Et comme tout modèle, comme vous le savez, c'est une approche méthodologique, c'est des formules mathématiques qui nous permettent de représenter plus ou moins la réalité. Donc, le modèle aussi a ses limites. Et je vais passer la main à ma collègue pour mieux discuter de ces parties. Merci. OK. Et comme mes collègues ont mentionné, on est conscient qu'il existe des limitations dans les modèles. La première, c'est les pourcentages qu'on a pris pour les résiduels agricoles. C'est un pourcentage fixe et ça peut mener des problèmes si on a une situation différente dans les pays. Comme on utilisait des ensembles de données d'un pays de calibration, on aura indépendance de la série temporelle, mais aussi on aura indépendance de la fiabilité de toutes les données utilisées pour la calibration même. Et finalement, on suppose qu'il existe une ressemblance entre les modèles de calibrage et les pays qu'on va utiliser et à estimer. Et finalement, comme on bien avait constaté, il existe des différentes pratiques commerciales informelles et par rapport aux biocarburants solides, et c'est difficile de bien contenir tout ce type d'interdépendance entre les pays qui sont voisins. Alors, c'est ça la partie théorique. Pour l'instant, je vais arrêter de partager l'écran et je passe la parole une autre fois à mon collègue Thierry, qui va montrer comment les modèles marchent dans les fichiers d'Excel. Et n'hésitez pas d'écrire si vous avez des questions, si vous avez quelques commentaires sur les question and answer box. OK, donc merci beaucoup, Maria.
D'abord, quand vous ouvrez le modèle, pour rappel, c'est un modèle qu'on a fait en Excel pour faciliter aussi l'accessibilité à une grande communauté et pouvoir aussi aider à la mise à jour fréquente. Donc, c'est un modèle basé sur Excel pour faciliter aussi l'utilisation, comme les partenaires, les différents utilisateurs sont beaucoup plus familiers à cet outil et cela permet une grande utilisation. Donc, quand vous ouvrez le modèle directement, vous venez à cette page-là de contrôle. Donc, vous avez plusieurs boutons que vous pouvez appuyer pour accéder à différents feuilles. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons la partie introductive où vous pouvez déjà avoir une idée du projet et l'introduction et une étude, une méthodologie sommaire de ce qu'on a fait. Et donc, du coup, les différents types de données qu'on a utilisées, les différentes caractéristiques, les trucs que vous pouvez obtenir à la fin, à la sortie de ce modèle et aussi les contacts pour si vous avez besoin d'informations. Et donc, du coup, ceci, c'est juste un résumé bref du concept même du projet, de la méthodologie. Et donc, il y a aussi un autre concept beaucoup plus large où la méthodologie, les autres aspects, les données sont beaucoup plus détaillées et tout. Mais ici, on a resté un peu beaucoup plus succinct pour permettre à l'utilisateur de pouvoir avoir une idée globale et aller vite aux choses essentielles. Donc, après, vous pouvez avoir une idée des différentes sources, des différents types de données que nous avons utilisés avec le lien, histoire de permettre aussi à l'utilisateur d'aller rechecker et de pouvoir voir pourquoi telle valeur pour mon pays, etc. et pouvoir les changer au bon moment. Oui, donc je peux retourner sur le tableau de commande. Donc, je peux aussi avoir ici quelques notes, puisque actuellement, la version, le fichier SLA, le modèle SLA permet pour être amélioré et évoluer avec le temps. Donc, du coup, ici, nous allons maintenir une veille de contrôle. Donc, du coup, en fonction des différents amendements et des progrès que le modèle a fait, ces différentes versions et commentaires seront mis à ce niveau également. Donc, après, vous pouvez accéder aux différentes bases de données démographiques. Et comme je l'ai dit, les bases de données démographiques viennent du récent prospect de 2018 des Nations Unies. Et donc, vous avez pour les différents pays une estimation de la population et également comment cette population-là évoluera jusqu'à les années 2050. Et donc, du coup, c'est un paramètre d'entrée fort pour le modèle et ça calibre un certain nombre de choses par rapport aux projections. Et donc, du coup, l'utilisateur peut également arriver à ce niveau en fonction des différentes perspectives de son pays et ou bien de l'agence statistique qui a des données beaucoup plus proches de la réalité au niveau des populations, au niveau des pays, peut aussi agir à ce niveau pour nous permettre au modèle de pouvoir se calibrer et donner des résultats assez probants. Donc, les paramètres défauts, donc quand vous cliquez sur paramètres défauts, ça va vous envoyer sur cette feuille où vous allez voir les considérations qu'on a prises au niveau des résidus agricoles où je disais tout à l'heure qu'on a pris une valeur de 5% pour dire plus ou moins la consommation totale. La consommation pour les résidus agricoles les résidus agricoles constituent 5% de ce qui est consommé pour le bois de chauffage et le charbon de bois exactement. Et aussi, après, nous avons eu à considérer au niveau des conversions, au niveau des efficacités. Et donc, du coup, en fonction du taux d'humidité qu'on a considéré pour le bois de chauffage ou bien le charbon de bois, donc vous verrez que les valeurs calorifiques vont changer. Donc, du coup, ce sont des différentes hypothèses que nous avons prises là en faisant des calculs qui se basent sur le taux d'humidité et vous allez voir la valeur calorifique nette qui est là. Et donc, du coup, si vous avez des valeurs beaucoup plus récentes ou bien très particulières à votre pays, vous pouvez les changer. Et donc, du coup, le modèle est assez dynamique pour pouvoir prendre ça en charge et vous donner à la suite une estimation beaucoup plus proche de la réalité. Et donc, du coup, effectivement, pour des besoins référentiels, et du coup, donc, vous avez différents besoins de variation en termes des unités que vous allez utiliser, comment ça va évoluer avec le temps. Donc, du coup, nous avons mis utilisé un certain nombre de conversions ici et ces constantes qu'on a utilisées sont là. Et souvent, les utilisateurs aiment beaucoup plus de précision, aiment beaucoup plus de flexibilité. Donc, ces différents aspects peuvent être modifiés pour permettre à l'utilisateur d'avoir un résultat beaucoup plus proche de ce qu'il désire, etc. Ici, vous avez nous avons fait l'étude préliminaire, comme j'ai dit, et donc, du coup, nous avons vu un certain nombre de variables qu'il avait présentées initialement. Et ces variables-là, comment elles sont corrélées et les différentes sorties des modèles. Et vous disiez, nous avons utilisé une approche beaucoup plus simple avec une régression multilinéaire. Donc, du coup, vous avez les différentes constantes et tout, et nous avons l'intercept et les différents coefficients et erreurs. Donc, du coup, vous avez les différents coefficients et le poids de chaque coefficient dans la détermination de la consommation spécifique par type de combustion ou bien par type d'utilisation. Et donc, du coup, pour chaque type donc vous allez voir les différentes constantes, etc. Donc, vous pouvez pour le moment, ces valeurs ne sont pas modifiées par l'utilisateur.
c'est pour des buts de présentation que actuellement je peux les modifier, peut-être parce que je suis un des administrateurs du modèle. Mais pour les utilisateurs, vous allez voir, quand vous cliquez, vous ne pouvez pas modifier parce que parce que le modèle dépend extrêmement de ces ensembles de données et donc du coup, ne vous donnera pas la main de pouvoir les modifier. Mais vous avez accès à tous les autres paramètres que vous pouvez modifier. Mais après, pour des utilisations avancées, on peut venir expliquer comment les modifier pour que ça switch le fonctionnement du modèle. Et donc également pour les aspects liés aux émissions, vous allez voir pour les différents types de gaz à effet de serre, etc., les différentes hypothèses que nous avons pris en compte, etc. Notamment au niveau des besoins par type d'utilisation, de consommation par type d'utilisation, cuisson, éclairage et autres. Donc, nous avons considéré plusieurs constantes pour certains pays et également utiliser des sous-solités de littérature venant aussi d'un de nos partenaires FAC. Et donc, du coup, vous allez voir les pourcentages, la proportion de chaque type d'utilisation finale dans la consommation générale de combustible solide. Donc, du coup, vous pouvez ajuster par rapport à ça et vous allez voir comment le modèle aussi va se comporter à la fin. Donc, voilà. Et donc, quand j'ai quelque chose à changer, je change là. Et donc, du coup, ça va impacter comment le modèle va mentionner. Donc, nous allons aller directement à quelques exemples et on va voir ce que ça va donner. Donc, vous pouvez éviter une estimation en cliquant ici. Donc, ça va vous demander de choisir votre pays. Et donc, par défaut, si vous ne choisissez pas un pays directement, ça va vous demander de choisir un pays parce que le modèle a besoin de choisir un pays. Du coup, il doit aller indexer dans la base de données, dans les différentes bases de données et sélectionner les données importantes par rapport aux calibrations de ce pays-là également. Donc, du coup, forcément que je choisis un pays. Donc, je peux prendre le Nigeria, j'ai un Nigérien. Et donc, vous pouvez voir, moi, je prends un pays francophone aujourd'hui, dans le Bénin, par exemple. Donc, quand je prends le Bénin, par exemple, vous allez voir qu'automatiquement, il fait une computation derrière. Et donc, il a un calibrage, etc., en fonction des données du pays. Donc, du coup, vous avez une idée de la consommation d'énergie par type de combustible. Donc, vous allez voir pour les différents combustibles comment ça évolue avec le temps et jusqu'en 2015. Et donc, du coup, on s'est arrêté en 2015 parce qu'après 2015, les données officielles internationales pour certains pays, notamment d'Afrique, ne sont pas encore mises à jour jusqu'en 2019. Donc, certainement, ils ont une période de mise à jour de 55 ans. Donc, nous espérons quand ça s'est fait, donc du coup, ça va se baser sur ça. Mais il faut dire également que comme au niveau des pays, nous avons les rapports nationaux, donc du coup, on peut aussi les modifier pour étendre la période historique jusqu'en 2020, mais 2021, si c'est déjà disponible également. Donc, du coup, vous avez ce graphe-là, une estimation de la consommation résidentielle par type de biocarburant. Et également, vous avez une estimation également par type d'utilisation. Donc, vous avez par rapport aux cuissons, au chauffage et par rapport à l'éclairage, etc. Donc, vous avez ce graphe-là également. Et donc, quand j'ai ça, je peux aussi aller maintenant à faire des projections dans le futur pour voir est-ce que si on met telle politique en place, comment le modèle va marcher, comment le secteur sera bien, comment la consommation énergétique sera. Donc, du coup, quand je clique sur ça, ça va me montrer un certain nombre de variables ici. Et ces valeurs qui sont ici en 2015 sont déjà fixes, mais pour les autres années, ce sont des valeurs qui vont progresser avec le temps. Donc, vous avez la main de pouvoir set des valeurs, donc du coup, modifier les valeurs qui sont ici en fonction de vos connaissances des réalités de votre pays, de l'évolution de ces paramètres-là. Donc, vous pouvez agir sur ces différents aspects et voir qu'est-ce qui peut être fait en 2030 ou bien quels sont en fonction des différents objectifs que vous avez fixés dans vos plan d'action au niveau national et tout. Donc, vous pouvez modifier ces différentes constantes et essayer de voir comment le modèle va fonctionner. Et donc, du coup, quand je finis ça, je fais juste run. Et quand je fais run, automatiquement, le modèle va s'auto-calibrer. Et donc, du coup, il va donner une idée de comment la consommation serait jusqu'en 2050 sur un certain nombre de un certain nombre par type de combustible également. Et donc, vous pouvez voir comment au niveau, par exemple, du charbon, en fonction des choses que j'avais modifier, comment le charbon va diminuer significativement avec le temps. Donc, ça dépend. Donc, en fonction des produits qu'on met en place, on va voir qu'un certain nombre de biocarburants, combien un certain nombre de consommations, de types de consommation vont diminuer. Et cela peut expliquer un certain nombre de... Cela peut aider à la prise de décision. Donc, du coup, à tout moment, vous pouvez revenir derrière pour pouvoir quand même modifier. Un aspect très important aussi, c'est que vous pouvez comparer plusieurs pays, comparer plusieurs options et voir comment le bénéfice par exemple par rapport au Sénégal, mais par rapport à la Guinée ou bien par rapport au Congo, etc. Donc, du coup, c'est très intéressant. Et aussi, cette partie de comparaison également, pardon, peut être utilisée également pour comparer le même pays, mais avec d'autres valeurs d'entrée, comme si on veut voir des scénarios. Donc, du coup, ici, je peux choisir un autre pays. Donc, je peux choisir, par exemple, le Ghana comme pays de comparaison. Je peux l'appeler un scénario peut-être de Ghana.
le nom de cet exercice que je vais faire. Donc, je mets Ghana ou bien n'importe quoi. Et donc, après, je peux mettre des valeurs ici pour le but de cet exercice, donc démonstration. Donc, je vais mettre des valeurs automatiquement. Donc, du coup, c'est là. Et donc, je peux faire compute analysis. Et donc, du coup, ça me donne une comparaison entre ces différents pays et le GAPS et tout ça. Donc, du coup, je peux voir comment un pays fait par rapport à l'autre et pouvoir voir un certain nombre de choses. Donc, je peux revenir, si je veux faire encore des modifications par rapport aux données que j'avais faites, par rapport aux différentes hypothèses que j'ai prises, ou soit également, je peux aller au tableau de commande, ou soit aller au niveau du rapport. Donc, nous avons préparé un rapport qui vous donne un certain nombre d'informations par rapport au pays et également au pays en termes de la croissance du PIB, l'intensité énergétique et la population, etc. Et donc, du coup, et en fonction des manipulations que vous aurez fait initialement au niveau du module de développement, en fonction des pays que vous avez choisis, les différents graphes que vous avez de l'autre côté sont reportés ici immédiatement. Et donc, du coup, et aussi également les émissions. Et vous allez voir qu'à la fin, dès que vous avez ce petit rapport, vous pouvez déjà imprimer pour des besoins spéciaux, soit pour des besoins de communication. Donc, tout ça est déjà donné est inclus dans nos modèles pour faciliter l'utilisation. Et donc, il y avait un point rapidement pour permettre à ce qu'on ait des questions aussi également. Au niveau du tableau de bord, on a préparé aussi un tableau de bord qui vous permet d'avoir une idée plus ou moins globale dans la base de données. Je vais peut-être à cause de l'ordinateur le zoomer pour que ça soit plus. Donc, nous avons préparé un petit tableau de bord. Donc, du coup, vous pouvez déjà voir un certain nombre d'informations par rapport aux différents pays. Et donc, du coup, en fonction des pays, vous allez voir que la base de données va commencer par changer, surtout calibrée de lui-même. Vous allez voir ces changements. Donc, du coup, quand vous choisissez votre pays, vous allez voir que toutes ces informations changent au fil du temps et vous donne une idée de comment votre pays fait par rapport à un certain nombre de pays. Je peux choisir plusieurs pays également. Et cela se change. Donc, je peux choisir aussi en termes d'années et tout, mais choisir plusieurs années également. Donc, voilà. Donc, pas mal de trucs qui peuvent faire à travers le tableau de contrôle et de cette base, de cette vue descriptive qui vous permet de changer un certain nombre de choses, voir comment un certain nombre de paramètres ont évolué par rapport à votre pays également. Donc, voilà un peu un tour d'horizon par rapport à ce que ce modèle peut faire. Merci. Merci Thierry. Et je crois qu'il y a une question. Aussi, je vais vous montrer après un petit exercice qu'on vous propose pour renforcer les connaissances et qu'on a pu aujourd'hui dans la séance d'aujourd'hui. Mais je crois qu'on va commencer pour la question qui s'est posée déjà. Exactement. Ok, parfait. Et Maryse Lavrier, elle a commenté comment prenez-vous en compte les capacités ou volontés de payer des ménages, les facteurs comportementaux. Je ne vois pas ces facteurs dans les variables. Ok. Et comme on a déjà expliqué, on a utilisé une analyse préliminaire où on a choisi les variables plus importantes dans les contextes statistiques. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des variables qui ont été enlevées, même s'ils sont importants, mais on n'a pas conclu avec une évidence statistique suffisante pour les inclure dans les modèles. Et aussi, il faut avoir l'idée de qu'il n'y a pas les données pour tous les pays. Alors, même si, par exemple, le Sénégal a développé quelques bases de données avec les différents facteurs comportementaux qui existent, c'est que les cas des inégales. Alors, c'est pour ça que parfois, on a enlevé des variables qui peuvent être aussi importantes. L'autre partie de la question dit comment représente-t-il les fuel stop stacking? Le modèle est-il purement statistique ou inclut-il des compositions d'optimisation pour le futur? OK. Et pour la partie de méthodologie, je vais vraiment utiliser un modèle c'est plutôt statistique. Pour la partie du futur, on utilise les projections et comme mon collègue Thierry vient d'expliquer, on utilisait aussi les modèles de scénarios.
qu'il y a où on a des données d'entrée qui sont totalement personnalisées par l'utilisateur. Et je ne sais pas si Thierry, est-ce que tu veux complémenter ce que je viens de dire? Ok, merci Maria. Donc, du coup, merci d'abord pour les propositions de réponse. Je suis juste pour rebondir d'abord la première partie. Et donc, pour dire que pourquoi un certain nombre de variables n'ont pas été prises en compte. Et comme je disais dans la présentation, c'est que, on a fait une étude préliminaire. Donc, tous ces variables ont passé un niveau de filtering. Donc, nous avons filtré. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il peut y avoir des variables qui montrent certaines variabilités que d'autres variables ont. Et donc, du coup, nous avons fait une phase de suppression de la redondance. Donc, ça veut dire quoi, par exemple, si on prend, je ne sais pas, population urbaine ou bien population, je dis n'importe quoi, si deux variables sont très corrélées et qu'ils montrent la même tendance, ça veut dire que le fait de les connaître dans le même modèle, ils vont qu'apporter les mêmes informations. Donc, du coup, qu'est-ce que le modèle fait? Cette étude a permis d'éliminer les variables qui donnent déjà les mêmes informations, de retenir une à la fin. Donc, du coup, c'est possible que, par exemple, les facteurs comportementaux, qui sont peut-être d'autres variables qu'on a prises en compte et du coup, se sont vus en collision avec d'autres variables qui montrent cette même variabilité, ont été enlevées dessus, tout simplement. Donc, vu la taille des données à analyser et tout, donc, du coup, on ne peut pas directement dire exactement pourquoi telle variable n'a pas été prise, mais sur la base statistique, ça veut dire quoi? Si cette même variabilité, il y a les mêmes variables qui sont répétées au niveau de plusieurs variables, une variable est sélectionnée, le reste est les autres sont laissés, histoire de permettre à ce qu'on prenne en compte les variables qui expliquent mieux les variations et qui sont aussi, qui ne sont pas répétées. Puisqu'à la fin, il ne faut pas qu'on vienne avec des variables qui ne sont que, par exemple, parlent du PIB seulement, parlent de l'intensité énergétique. Vous savez aussi que l'intensité énergétique est plus ou moins liée au PIB. Donc, du coup, vous voyez que c'est les deux variables qui se suivent également. Ça ne fait pas attention, peuvent aussi apporter la même information dans le modèle. Donc, du coup, vous aurez un modèle, mais à la fin, en termes de comment il fonctionnera sera beaucoup plus tout. Et donc, lié la deuxième question, la deuxième partie de question, la question qui est par rapport à l'utilisation du, je pense que c'est le revoir fuel, comment représenter le fuel store et stacking. Donc, bon, au lieu d'aujourd'hui, le modèle n'est pas encore allé dans un développement assez détaillé pour pouvoir intégrer tous ces aspects, mais c'est ce que nous allons prendre en compte dans le futur. Et il faut aussi considérer qu'au lieu d'aujourd'hui, nous sommes partis sur des pourcentages en fonction des difficultés et des défis qu'on a dans la littérature, les données qui sont déposées sur le continent. Et c'est l'occasion aussi également de renforcer au niveau des partenaires le besoin de pouvoir continuer à conduire des études plus récentes et où sont les différentes variables que nous avons montrées au niveau des limites du modèle soient prises en compte dans ces études et d'enquêtes. Et donc, du coup, à la fin, nous aurons une estimation beaucoup proche de la réalité et qui vont aider nos décideurs à prendre des décisions. Donc, c'est ce que je souhaitais répondre à ce propos. Oui, ma collègue a aussi dit ça. Par rapport au type de futur, c'est basé sur l'étude statistique, sur l'approche statistique. Et donc, du coup, il n'y a pas d'optimisation pour le moment. Et donc, comme c'est un modèle Excel, intégrer l'optimisation pour aussi commencer par rendre lourd le modèle et aussi beaucoup plus de crash, etc. Donc, mais nous sommes ouverts à prendre en compte ces aspects dans le futur. Et peut-être que Zaki va en parler et retoucher ces aspects que je pense beaucoup plus progressifs. Merci. Merci, merci Thierry. Nous avons une autre question, juste pour savoir si le modèle intègre une approche de veille stratégique et d'alerte pour chaque pays, mais aussi savoir s'il est mis en lien avec les objectifs CDN des différents pays. Est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, je peux y aller? Oui. Maria, c'est bon? OK, good. Par rapport à ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, nous avons laissé la même mise à l'utilisateur. Et comme vous pouvez le voir au niveau des scénarios, vous avez un certain nombre de variables que vous pouvez jouer avec. Et donc, du coup, c'est vous qui avez les contributions nationales déterminées et également les politiques et les objectifs, c'est vrai que nous avons aussi ça. Mais comme nous pouvons laisser la main à l'utilisateur, donc vous pouvez aller et agir sur ces variables en termes de quel est le taux que vous voulez atteindre d'ici 2030, d'ici 2050. Donc, vous pouvez mettre ces taux-là et voir comment le modèle va se calibrer ensuite. Donc, tout ça est laissé au soin de l'utilisateur pour faciliter les mises à jour et l'autocalibration. Je ne sais pas si Maria peut ajouter quelque chose. Non, je crois que c'est exactement ça. Je pense que
enfin, le but de la session d'aujourd'hui, c'était vraiment de présenter aux participants le modèle. C'est vraiment une première version du modèle que Thierry et Maria ils ont développé durant ces derniers mois. Et on a développé le modèle vraiment pour les 10 pays qui font partie du programme parce que c'était le financement qu'on avait eu pour. Mais notre objectif aussi, c'est d'élargir le modèle et de couvrir plus de pays africains. C'est ce qui, dans une deuxième phase, on essayera de faire, c'est d'ajouter plus de pays. Et aussi, comme Thierry et Maria vous ont montré, il y a pas mal comment dire, de assumptions qu'on fait que vous pouvez modifier en fonction des données par rapport à votre pays, donc qui ne sont pas fixes dans le modèle. Et dessus aussi, peut-être que dans le futur, on élargira cette possibilité pour vous de faire plus de modifications personnalisées. Donc, il y a pas mal d'améliorations à apporter au modèle et c'est ça notre objectif, c'est de vous le présenter, de recueillir votre impression, vos suggestions dans comment est-ce qu'on peut le rendre encore meilleur. Et nous allons vous partager le modèle. Ce modèle, ce n'est pas juste un modèle que l'AIE va utiliser. Notre but principal, c'est de le donner aux pays pour que les pays puissent l'utiliser pour faire les estimations quand ils ne peuvent pas collecter ces données-là, ou juste pour vérifier les données qu'ils collectent pour voir est-ce que ça fait sens. Donc, de l'utiliser aussi comme un check dans ce qu'ils collectent. Et c'est ça vraiment notre but principal. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on vous présente le modèle, même s'il n'est pas encore 100% finalisé. On vous laisse jouer avec le modèle, comme on va vous partager le modèle. On va vous partager aussi la méthodologie. Donc, le concept note. On va aussi vous donner un petit exercice à travailler pour que vous puissiez aller à travers les différentes étapes du modèle pour voir si vous avez bien compris. Et comme ça, dans la deuxième session, la semaine prochaine, jeudi prochain, on va se revoir, on va avoir ensemble l'exercice. Vous avez une petite semaine devant vous pour jouer avec le modèle. Et nous, ça nous intéresse vraiment de recueillir votre impression. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous envoyer des emails à moi, Maria et à Thierry si vous avez d'autres questions plus approfondies et des suggestions pour les améliorations. On est vraiment ouvert à ça. Il y a une question d'une personne qui dit: y a-t-il des possibilités de se déplacer chez vous pour des formations plus approfondies? Donc, pour le moment, à cause de la situation du Covid, on fait que des formations en ligne. Cette année, on n'a fait que ça et on espère qu'à partir de l'année prochaine, nous allons pouvoir faire plus de formations en personne et aussi voyager dans les pays pour délivrer des formations. Donc, c'est notre souhait aussi d'avoir plus d'interactions en face, mais tout dépendra de la situation. Mais en temps normal, oui, il y a plusieurs formations qu'on délivre en personne. Après, on a on a deux autres questions. Il serait intéressant de partager ce que le Sénégal fait en matière de facteurs comportementaux, comme exemple pour les autres pays. Pour le stacking, je vous encourage à approfondir. Ce serait une très grande valeur ajoutée pour représenter la réalité du secteur. Donc, merci beaucoup, Maryse, pour les suggestions. Je pense que Thierry et Maria, ils essayeront de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la manière dont on prend en compte les comportements et le stacking. Tous les pays du modèle d'Afrique sont-ils implémentés dans le modèle? Non. Pour le moment, le modèle, il prend en compte que 10 pays africains qui font partie de notre programme. Donc, c'est le Bénin, la RDC, Ghana, Kenya, Nigeria,
Rwanda, Sénégal, Ouganda et Zambie. Donc, comme notre projet se portait sur ces 10 pays-là, en priorité, on a traité ces 10 pays-là. Mais comme je vous ai dit, on aimerait élargir à d'autres pays. C'est ce qu'on fera dans la prochaine étape. Ensuite, je ne sais pas si... Donc, je ne vois pas d'autres... je vois pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions si vous en avez. Et sinon, je crois, Maria, Maria va vous présenter l'exercice qu'on va vous donner. On va vous donner un petit peu de travail à faire. C'est un petit exercice vraiment pour que vous vous familiarisez avec le modèle en Excel, parce que on sait très bien que montrer le modèle comme ça à l'écran et après le prendre en main, c'est pas évident. Donc, le but de l'exercice, c'est vraiment pour vous de vous familiariser. Donc, on vous encourage vivement d'essayer de prendre 15 minutes de votre temps pour essayer de faire l'exercice. Merci, Zakia. Et dans la première partie, vous pourrez voir tous les exercices, la démonstration que Thierry a montré aujourd'hui. Et vous avez les pas, chaque pas que vous devrez suivre en cas que vous voulez simplement refaire l'exercice pour bien se familiariser ou pour je ne sais pas, répondre quelques questions. Et l'idée, c'est que vous fassiez l'exercice par vous-même pour avoir des doutes et des questions pour la séance suivante. Ici, à la fin, simplement, j'ai ajouté des petites cadres ombre et en bleu avec des questions clés, simplement pour réfléchir et pour aussi avoir une petite prévision de ce qu'on va voir dans les résultats finaux. Et alors, comment interpréter les résultats? Quel est l'effet des variables sur les résultats finaux? Comme les variables qu'on ajoute vont changer les résultats. On prévient d'avoir une consommation plus élevée ou plus basse. Ça, c'est pour les cas des scénarios. Et alors, je vous encourage de faire tous les exercices des scénarios et de mettre les variables et faire des prévisions pour voir qu'est-ce qu'on espère. Est-ce qu'on espère que si on augmente, par exemple, les PIB, la consommation va aussi augmenter ou pas? Et pour une partie pour affirmer plus les connaissances, renforcer tout ce qu'on a appris aujourd'hui, il y a une deuxième partie où on va ajouter des données sur les Model Fit, sur l'onglet Model Fit. Et là, on vous propose d'ajouter des données pour la période entre 2016 et 2019 et pour votre pays. Et là, l'idée, c'est de voir comment les données des sorties vont changer avec ces nouvelles ensembles de données. Finalement, on a une partie où on va jouer un peu avec les variables présumées. Et alors, on a une partie où on va augmenter l'humidité jusqu'à 25%. Et au lieu d'utiliser les variables présumées, qui c'est 15%. Et c'est hyper important de se rappeler que l'humidité qu'on utilise sur les modèles, c'est sur une base humide. Alors, si par exemple, vous avez une humidité différente dans une base sèche, vous pouvez vous servir de ces formules ici pour faire la conversion. Dans l'onglet qu'on appelle Default Parameters, on va changer, il y a tous les variables présumées. Et là, on a les pouvoirs calorifiques. Comme vous voyez ici, il y a un lien. C'est une outil très pratique où vous pouvez simplement calculer les pouvoirs calorifiques en utilisant les valeurs de l'humidité. Alors, ce qu'on vous encourage, c'est d'utiliser ces liens ici pour faire le calcul des pouvoirs calorifiques en utilisant 15 et 25% d'humidité sur base humide.
Finalement, l'autre partie qu'on propose, c'est d'échanger les pourcentages d'utilisation. Ces parties-là se trouvent dans le même onglet, Default Parameters, mais dans la partie A3. Là, ce qu'on propose, c'est de simplement changer les pourcentages pour votre pays et faire aussi des prévisions de ce qu'on pense qu'on va obtenir. Là, on a ces questions. Est-ce qu'il peut y avoir une consommation plus haute ou plus basse? Et quelles sont les différences que vous prévenez pour l'utilisation des différents usages? Finalement, comme mes deux collègues ont mentionné avant, et on a aussi une partie des données démographiques. Ça, c'est dans cette partie Demography World. L'idée aussi, c'est que petit à petit, que les données sont publiées, qu'il y a des nouvelles publications par rapport aux projections de la population, on peut soi-même mettre à jour toutes les bases de données pour avoir un résultat plus précis. Alors, ce qu'on propose ici, c'est aussi de jouer un peu avec ces données. On propose de changer et diminuer radicalement les dernières décennies de projections, c'est-à-dire la période qui vient des années 2040 à 2050. Et l'idée, c'est simplement de changer manuellement toutes les données pour voir les résultats. Et l'idée, c'est de bien faire des hypothèses. Et plutôt d'avoir les résultats finaux, c'est d'avoir d'hypothèses. Qu'est-ce qu'on pense qui va affecter les résultats finaux? Si on augmente la population, est-ce que la consommation va augmenter ou pas? Et tout ce type de résultats et des questions, on va les voir plus détaillement sur la suivante séance. Mais n'hésitez pas, si pour l'instant vous avez une autre question par rapport à l'exercice, par rapport au modèle ou bien soit par rapport à la méthodologie. On est toujours disponible et, pour répondre à toutes les questions, tous les doutes. Et je crois que j'ai déjà fini la partie de l'exercice. Merci, merci Maria. Je voulais juste rajouter que ce modèle, c'est un outil qui a besoin d'être entretenu et le but aussi pour nous, c'est pas juste de vous fournir un modèle cette année et que après pour les 10 prochaines années, tout le monde utilise les mêmes informations qui y sont. Il faut mettre à jour les données, les hypothèses, le personnaliser par rapport à votre pays, donc changer les hypothèses, les pourcentages qu'il y a. Donc, c'est important que chaque pays je ne sais pas comment dire ça en français, se l'approprie et l'utilise pour ses propres besoins. Donc, c'est ça aussi notre objectif, c'est d'avoir quelque chose qui tienne dans le temps et qui vous délivre des estimations les plus pertinentes et mises à jour, quoi. Donc, ça, c'est notre big goal, notre objectif principal. Et on compte vraiment sur vous pour nous aider dessus, de partager votre expérience avec nous et afin de nous aider à améliorer cet outil qu'on espère aidera beaucoup de pays à affiner leur estimation et ainsi de pouvoir avoir des bilans énergétiques plus pertinents en donnant aux biocarburants solides les meilleurs chiffres et les plus réalistes. Parce que souvent, on se retrouve dans les bilans avec des chiffres qui sont outdated, qui sont anciens, qui sont basés sur des enquêtes de 10 ans, 20 ans, et ça ne reflète pas assez la réalité. Donc, il y a un réel besoin d'avoir des estimations les plus pertinentes et récentes. Donc, voilà. Donc, prochaine étape, nous allons vous envoyer cet après-midi un email avec un lien Google Drive où vous allez avoir le modèle en Excel, le fichier d'exercice,
que Maria vient de vous montrer. Aussi, on va partager avec vous notre concept note où on vous explique la méthodologie, le raisonnement derrière le modèle. Et aussi, on va mettre sur YouTube la vidéo de la session de ce matin. Comme ça, vous pouvez l'écouter, réécouter et partager avec d'autres collègues qui n'ont pas pu venir assister à la session ce matin. Donc, vous aurez tout ça cet après-midi en fin de journée et j'espère vous revoir tous jeudi prochain pour la suite. Et on compte sur vous pour travailler, pour prendre 15 minutes de votre temps entre-temps pour regarder, pour faire le petit exercice, regarder le modèle en détail. Faites votre liste de questions, de suggestions, de commentaires. On sera ravis de tout prendre en compte. On est là tous pour apprendre avec vous. Donc voilà, on compte sur vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous d'être restés durant toute la session. Et merci encore à Maria et à Thierry pour leur excellent travail sur le modèle. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir à tous.